Radio J, les rendez-vous de la Viso. Voilà, et là, j'ai l'immense plaisir d'être extrêmement bien entourée, puisque nous avons Diana Paola Lévy. Bonjour. Merci Lise. d'être avec nous. Nous avons 2 invités en studio et 2 en visio. C'est du rarement vu. Donc, on remercie déjà Charline et Serge à la réalisation technique, parce que je crois que c'est mérité. Bravo. Voilà. Alors, notre invité en studio est Sébastien Cahen, petit-neveu de Rebecca Sief, fondatrice de la Viso mondiale en 1920, ainsi que Sarah Méron. Sarah, elle peut nous faire un petit signe? Est-ce qu'elle nous entend? Sarah, vous oui. Nous entendez? Oui. Voilà. Oui, très bien. Et Michaela Ziv. Donc, qui sont les 2 petites filles de Rebecca Sief et qui, elles, sont en direct d'Israël. Et Diana, je te laisse présenter. Oui, alors on rend hommage aujourd'hui à Rebecca Sief. Sief. C'est Rebecca Sief. C'est pour ça qu'avant de présenter Céline Zetoun, qui est notre grande viséenne depuis des années, qui fait une première en plateau radio avec nous et qui interrogera nos petites filles, Sarah et Michaela, quand je dis nos petites filles de Rebecca Sief. Oui. Pourquoi Rebecca Sief? Rebecca Sief, c'est la fondatrice de la Viso mondiale. La Viso a été fondée il y a 101 ans et plusieurs facteurs ont joué un rôle déterminant. Le développement du sionisme en Europe au moment où le Moyen-Orient, les anciens empires coloniaux se disloquaient. L'évolution du statut de la femme grâce à la lutte des suffragettes britanniques et l'impulsion donnée par des personnalités telles que des femmes juives anglaises. C'est en 1919 que Rebecca Sief naît Marx. Votre grand-mère, Sarah et Michaela, a fondé la Fédération des femmes sionistes au Royaume-Uni, aidée par Vera Weizmann. Elle aspire à une organisation internationale où toutes les femmes sionistes uniraient leurs efforts bénévolement et travailleraient à leur côté. En 1920, date historique pour nous, femmes et hommes amis de la Viso, elle annonce la création de la Viso à Londres. Elle déclare que cette nouvelle organisation se spécialiserait dans l'éducation, les services sociaux et l'économie domestique. Aujourd'hui, la Viso entoure l'éducation, protège la jeunesse et soutient le statut des femmes. Et cher Sébastien, je vais rentrer, grâce à notre présidente Viso francophone, Anne Argy, directement dans notre première question, en précisant que vous êtes petit-neveu de Rebecca Sief, comme l'a dit Lise. Votre maman, Jane Sief, est la nièce de Rebecca Sief, et ce matin, on est vraiment en famille. Et vous êtes accessoirement ancien astrophysicien, vous êtes dans l'investissement immobilier après être passé dans la finance. Notre question Viso Europe francophone de Anne Argy est la suivante. Est-ce que Rebecca Sief aurait pu imaginer l'étendue de la portée des actions que la Viso mène aujourd'hui dans 52 pays aux côtés de 250 000 femmes, notamment en faveur des femmes concernant leur statut, l'égalité des droits et la lutte contre les discriminations, sans oublier bien sûr le travail effectué en relation avec la violence faite aux femmes aujourd'hui? Alors, ça n'est pas très facile pour moi de répondre à cette question parce que je n'ai pas connu personnellement ma grande-tante Rebecca Sief, mais Michaela et surtout ma cousine Michaela et surtout ma cousine Sarah, sa sœur Sarah qui est plus âgée, l'ont mieux connue, mais je pense qu'elle n'aurait peut-être pas pu, même si c'était une rêveuse et une visionnaire incroyable et une femme d'action, je ne sais pas si elle pouvait deviner l'ampleur incroyable qu'a prise la Viso 101 ans après, et je préfère passer la parole à ma cousine Michaela, qui pourra mieux que moi répondre à votre question. Merci. Michaela, bonjour, vous voulez répondre? Bonjour. Je pense que Becky serait ravie de voir que l'organisation qu'elle a fondée est toujours aussi solide 100 ans plus tard, que le Viso s'occupe toujours de l'éducation préscolaire des petits-enfants, de l'enseignement professionnel des adolescents et des femmes qui cherchent une entrée dans le monde d'emploi. De même,
Elle serait heureuse de voir que les questions d'égalité des droits des femmes, de violences domestiques et de la maltraitance des enfants sont désormais abordées plus ouvertement. De l'autre part, je pense qu'elle serait bien déçue de voir que ces problèmes n'ont pas encore été résolus. Ah oui. Et que dans de nombreux cas, les femmes sont encore sous-payées, que la violence domestique et la maltraitance des enfants sont encore courantes dans la société. Si elle était là maintenant, je suis sûre qu'elle dirait aux autorités d'une manière très, très ferme qu'elles n'en font pas assez pour les femmes et les enfants de notre société. Alors, quand vous dites très très ferme, justement, Rebecca Sif était-elle féministe ? Alors, Rebecca Sif était féministe, c'était une suffragette. Encore une fois, mes cousines en parleront mieux que moi, mais c'était une femme, je dirais, en avance sur son temps, une rêveuse, une visionnaire, mais une femme d'action. Je pense qu'elle était frappée, elle a été, ça je l'ai lu à plusieurs endroits, mais mes cousines me le confirmeront, elle a été frappée par la place assez inférieure que les hommes du mouvement sioniste allouaient aux femmes au début du XXe siècle, au moment où beaucoup de choses se sont mises en place. Et un tout petit peu comme, je dirais, dans une synagogue, les femmes ont aussi une place à part, pas tout à fait la place des hommes, loin de là. Alors qu'on est pourtant pilier du judaïsme. Alors que les femmes sont le pilier du judaïsme et le pilier de la transmission. Et elle s'était vraiment insurgée contre cette place inférieure laissée aux femmes. Et c'est pour ça qu'elle a voulu que la Viso soit totalement indépendante du mouvement sioniste mondial, dans lequel dans les instances duquel les hommes étaient majoritaires. Étaient plus que majoritaires. Oui. Ils étaient les seuls. Je pense pas qu'il y avait de femmes dans les instances dirigeantes du mouvement mondial autour de Chaim Weizmann. Et c'est pour ça que je pense qu'elle a voulu que la Viso soit une indépendante en fait. Oui. Voilà. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs de Radio J que en 1948, date de signature de la création de l'État d'Israël, la Viso, grâce à ce mouvement fondé par Rebecca Sif, a été signataire de la création de l'État d'Israël par Madame Cohen. Quelles étaient les qualités de Rebecca Sif ? Toutes les qualités, sans... Voilà. C'était, alors, encore une fois, je parle un peu sous le contrôle de mes cousines, mais enfin, tous les témoignages convergent là-dessus. C'était une excellente oratrice, elle avait une force incroyable, un courage, une détermination, elle était visionnaire, elle s'est rendue 2 fois dans l'Allemagne nazie en 1937 et 1938. On peut deviner les circonstances difficiles de ce voyage. Elle a sauvé environ au moins 1000 enfants juifs du nazisme en les faisant transférer en Angleterre. Ah oui, c'était les Kindertransport ? Alors, je ne sais pas exactement le nom que ça prenait. Alors, oui. Il y a plein de... Elle collaborait avec les organisations de... Oui, mais c'était ça. D'accord. Oui. Vous le savez probablement mieux que moi. Et... par exemple, en 1957, il y a eu une tentative d'attentat dans sa maison de Telmond, près de Tel Aviv. Son jardinier a été tué. Tout le monde l'a pressé de quitter Telmond et de se réfugier dans un endroit moins isolé. Elle a refusé absolument. Et elle a continué à vivre à Telmond, où elle est décédée d'ailleurs, elle est décédée en 66, mais longtemps après cet attentat. Voilà. Alors vous dites que c'est une femme de caractère. Je rappelle que vous êtes aussi le fils, Sébastien, de Jane Sif. Et je voudrais rendre hommage à votre papa, Cyril Cahen, qui était un grand monsieur. Et vous m'avez évoqué une anecdote d'ailleurs où vous disiez « Never take no as an answer ». Ne considère jamais la réponse « non » comme une vraie réponse. Alors, est-ce que l'engagement, est-ce que la détermination est une histoire de famille ? Disons que c'est un peu je pense qu'il y a dans la tradition juive un petit peu le questionnement, la remise en question. Je vous parlais du pilpoul, enfin ce refus des choses toutes faites, des vérités édictées.
Et oui, j'aimais bien cette devise de mon grand-père, voilà, qui never take no for an answer. Et aussi, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est une autre chose, mais ça veut dire il faut se lever tôt le matin. C'est bien de travailler, et c'est ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Enfin bon. Ça pourrait être la devise de Radio J. Hein. On est là très tôt. Voilà. Oui, je crois. Alors, merci Sébastien, on reste entre nous. Et je voudrais représenter Céline qui va prendre la parole et qui va vous poser les questions, chère Michaela et Sarah, en direct. Et c'est vraiment génial d'être tous ensemble. Oui, tous ensemble, hein, ça fait. On est en famille, voilà. On est un peu de votre famille aujourd'hui. Et avec les auditeurs aussi, bien sûr. Bien, Sarah, quelles sont les anecdotes, les souvenirs marquants avec votre grand-mère Rebecca Sif? Ah, on n'entend pas Sarah. Apparemment, on a un petit problème technique. Si Michaela prend la parole alors, peut-être? Oui, Michaela? On ne m'entend pas? Ah, ça y est, Sarah, c'est bon. Voilà. Oui. Alors, par exemple, un week-end, quand j'avais 5 ans, j'étais chez mes grands-parents. Ma grand-mère Becky devait prendre la parole lors d'une grande réunion de la Vision d'Europe. Celle-ci avait lieu à l'hôtel Dorchester, hôtel très connu à l'époque. Pas de problème. Elle me laisserait à la maison, il y avait toujours la bonne ou la cuisinière ou la secrétaire. Mais elle avait oublié que justement ce week-end-là, il n'y avait personne. Mais pas de problème. Becky était surtout pragmatique. Elle m'a donc amené avec elle et m'a fait m'asseoir sous la table des conférenciers. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première connaissance avec les femmes membres de la VISO. Un grand océan de visages portant des chapeaux. Becky aimait surtout le peuple et l'État juif. Chaque détail l'intéressait. En 1953, on a ouvert la promenade au bord de la mer à Netanya. C'était alors ma première visite en Israël et nous sommes allés nous promener là-bas, grand-maman et moi. Quand on est rentré chez elle à Telmond, elle a téléphoné au maire de Netanya pour le féliciter. Mais elle a ajouté qu'il fallait faire attention aux papiers que les gens laissaient tomber par terre. Je me rappelle aussi d'un événement en 1955 quand nous étions à Tel Aviv. Nous séjournions dans un appartement au 3e étage. Becky est sortie sur le balcon. Elle a vu un des habitants de l'immeuble qui lavait sa voiture en se servant d'un tuyau. Elle a crié d'une forte voix « Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous tout de suite et prenez un seau pour nettoyer la voiture. » Elle était toujours consciente du problème du manque de l'eau au Moyen-Orient. Ouais, c'est des jolis souvenirs. Hein. On voit la personnalité qu'elle pouvait avoir. Et vous, Michaela, quels sont vos souvenirs avec votre grand-mère? Alors, moi, j'ai 9 ans de moins que Sarah. Donc, comme jeune fille, je n'étais pas tout à fait consciente de tout ce que Becky a fait comme fondatrice de Viso, ou bien des autres choses qu'elle a fait pour Israël et pour le peuple juif. Pourtant, sa personnalité très forte était bien évidente, même à moi, et c'était clair qu'il s'agit d'une femme à qui on ne dit jamais non, avec qui on ne discute pas, et qu'il valait mieux se conduire toujours comme il faut quand on était chez elle. Je veux citer quelques mots des mémoires de son mari, Israël, au sujet de leur mariage. Il a dit ainsi: Becky n'était pas le type d'épouse qui attend au seuil de la porte pour souhaiter le bienvenu au mari qui rentre du travail. Si jamais je la trouvais sur le seuil, c'était probablement parce qu'elle avait oublié où se trouve la clé. Elle était toujours dehors, toujours occupée.
Une femme de grande beauté et fémininité, elle pensait comme un homme. Elle n'a jamais compris pourquoi traiter les femmes de manière différente que les hommes. Pourtant, elle avait une grande sympathie pour les femmes affrontées par la pauvreté et des grandes épreuves. Alors voilà, je crois que sa grande admiration pour Becky, comme la nôtre, est tout à fait claire. Oui, c'est vrai. Merci pour ces témoignages émouvants, hein. On peut le dire, Diana. Oui, je crois que c'est Céline qui garde encore la parole pour une question. En tout cas, merci de ce partage. Sarah, quelle image avait Rebecca Sif auprès de sa famille, de ses proches? Alors, il y a quelques années, j'ai demandé à des amis et des proches de ma grand-mère de me raconter comment ils la percevaient et ce qu'ils pensaient d'elle. Voici quelques-unes de leurs réponses. Très intelligente, féminine, mais en même temps intimidante. Et quelqu'un d'autre, membre redoutable d'une famille extraordinaire, elle était imposante et impérieuse et n'envisageait jamais l'échec. Ce qui a certainement contribué au succès remarquable de la Viso. Et encore quelqu'un belle et intimidante. Mais pour moi, elle était tout simplement Granny Becky, intéressante, sans faire d'histoire, qui m'amenait partout où elle devait aller, et avec qui j'ai partagé sa chambre quand il en manquait pour les invités. Trop mignon. Donc, une personnalité affirmée, dans l'intimité comme à l'extérieur. Diana, est-ce que vous apprenez quelque chose là? J'apprends quelque chose et puis surtout, je me rends compte de la puissance et je comprends pourquoi aujourd'hui 250 000 femmes, 101 ans après, suivent ce mouvement. J'ai une dernière question. Parce que quel a été le rôle, Sébastien, du couple Sif dans les différentes institutions? Pas que la Viso. Alors, le couple de mon grand-oncle Israël Sif et de Becky a été très important au début bien avant la création de l'État d'Israël et ensuite. Et encore une fois, mes cousines sauront mieux que moi parler sur ce sujet, mais je voudrais parler d'une chose particulièrement importante quand même, qui est l'Institut Weizmann. L'Institut Weizmann s'appelait au départ l'Institut Daniel Sif, parce que Becky et Israël, mon grand-oncle et ma grand-tante ont eu 4 enfants, dont un fils, Daniel Sif, qui est mort à l'âge de 17 ans. Et ils ont voulu créer... Et Weizmann avait un fils qui s'appelait Michael, qui avait le même âge que Daniel, que le cousin de ma mère, donc qui s'appelait Daniel Sif. Et Weizmann a proposé qu'on crée un institut scientifique qui porte le nom Institut Daniel Sif. Et Weizmann l'a proposé. La famille a été en grande partie, la famille Sif et d'autres familles ont été en grande partie à l'origine du financement de cet institut. Et un jour, quelqu'un a proposé, un ami de mon grand-oncle et ma grand-tante a proposé qu'on change le nom en Institut Weizmann pour pouvoir lever plus d'argent, puisque une levée de fonds se ferait plus facilement en utilisant le nom Weizmann qu'en utilisant le nom Daniel Sif, ce que Israël et Becky ont accepté. Et du coup, l'institut s'est appelé Institut Weizmann. Donc, cet institut Weizmann mondialement connu est né de Rebecca Sif, fondatrice de la Viso. On retrouve exactement. dans toute cette histoire, Sébastien, l'humilité aussi qu'on reconnaît de Sarah et Michaela, qui sont des femmes ultra engagées encore aujourd'hui, membres d'honneur bien sûr de Viso Mondial, mais par ailleurs sur plein d'autres activités. Je voudrais juste citer pour terminer une citation de Golda Meir qui qualifiait Rebecca Sif, qui disait que Rebecca était parmi ceux et celles qui osaient rêver. Et c'est pour ça, Sébastien, et je suis ravie que vous ayez choisi la Tikva pour clôturer cette émission. Voilà. Alors, merci à toutes et à tous. Merci aux petites filles en Israël. On vous embrasse. Merci d'avoir été avec nous en Israël, dans le studio. Et on termine par quelques notes de la Tikva. Et nous, on se lève.